Alors, tout d'abord, s'agissant du choix du statut social, à quel moment est-ce qu'on va se poser la question? Pour la première fois, évidemment, pour toutes les personnes qui veulent constituer une société, c'est l'une des premières questions abordées. Ensuite, c'est ce genre de questions qu'on se pose également lorsque la loi modifie les règles du jeu. Ce qui arrive assez souvent, et notamment l'année dernière, avec une première application cette année, notamment avec le prélèvement forfaitaire unique sur les dividendes, dont on vous parlera tout à l'heure. Alors, quelques faits pour commencer. Aujourd'hui, on constate, en tout cas en 2018, on a constaté encore 61% des sociétés créées sont des SAS, SASU ou pas, mais en tout cas des SAS et pas des SARL. Alors on se pose toujours la question, pourquoi des SAS et pourquoi pas une SARL, puisque justement le choix du statut a une importance en fonction de la structure qu'on choisit de créer. On a constaté également beaucoup de demandes de transformation des sociétés qui étaient déjà créées en SARL et que le dirigeant souhaite transformer en SAS. Donc là, il y a eu un effet de masse à partir de 2013. Pourquoi évidemment, 2013, c'est tout simplement la soumission des dividendes en tout ou partie aux cotisations sociales TNS, donc relevant de la SSI, qui fait peur, et également voilà, tout sauf le RSI. Parce qu'effectivement, il y a une idée générale que le RSI, c'est pas bien, c'est pas bien géré, c'est un peu le fouillis. Voilà, il y a des idées reçues comme ça. Et on va essayer de vous faire comprendre qu'il ne faut pas s'arrêter là, et qu'il y a quand même un impact derrière. Et bon, voilà. Alors, les différences entre la SAS et la SARL. Alors, avant de parler des différences, on va plutôt aborder déjà très rapidement les points communs, parce que finalement, il n'y a pas beaucoup de différences, en tout cas en apparence, au premier abord. Il n'y a pas de capital minimum, pas de nombre d'associés minimum, donc SARL, SAS, unipersonnel, il n'y a pas de souci, c'est la même chose. Dans les deux cas, la responsabilité va être limitée aux apports des associés. Au niveau de l'IS, c'est exactement la même chose, avec une possibilité aussi d'être à l'IR. C'est exactement pareil des deux côtés. Par contre, la différence essentielle va être justement au niveau du statut social, le régime social et du coup les cotisations en fait, sociales qui sont assises sur la rémunération. Dans le cas d'une SAS, le dirigeant, donc le président, lui relève du régime général des salariés. En fait, on dit qu'il est assimilé salarié, mais c'est les mêmes cotisations, à peu de choses près, hormis Pôle emploi, on va dire, c'est les mêmes cotisations qu'un salarié. Au contraire, sous forme de SARL, donc le dirigeant, le gérant qui va être majoritaire, relève, lui, du régime TNS, donc TNS rattaché à la SSI. Donc évidemment, ça va avoir un impact, et c'est pour ça qu'il faut se poser quand même la bonne question au départ de sous quel statut vous voulez être, puisque derrière les cotisations ne vont pas être les mêmes, les prestations ne vont pas être les mêmes, comme on va vous le montrer. Alors, juste avant d'aborder la petite simulation qui suit, pour rester dans les idées reçues, donc comme je vous disais, on est encore confronté aujourd'hui à des personnes qui pensent que soumettre des dividendes à des cotisations TNS, c'est mauvais. On a notamment eu le cas, il n'y a pas très longtemps, la semaine dernière, d'une personne qui souhaite constituer sa société, qui vient nous voir et qui nous dit qu'il a son petit projet pour créer une petite SAS. Et voilà, donc on lui pose la question, et pourquoi une SAS et pourquoi pas une SARL, puisque bon, on ne nous pose pas la question, mais nous, on lui demande quand même. Et apparemment, c'est à la CCI, donc la Chambre de commerce, qu'on lui a dit « Ne faites surtout pas de SARL, puisque les dividendes vont être soumis aux cotisations sociales TNS », ce qui n'est pas le cas des dividendes lorsqu'on est sous forme de SAS. Bien. Alors ça, c'est quelque chose qu'on rencontre très couramment. Donc on a fait quelques simulations pour essayer de vous montrer, par A plus B,
que c'est faux. Enfin, en tout cas, ce n'est pas une mauvaise nouvelle d'avoir des cotisations RSI, SSI, sur les dividendes. Alors, on vous a fait une petite simulation, donc en partant en fait de la même enveloppe, vous voyez la colonne EURL et la colonne SAS. Donc EURL et SARL, c'est la même chose, hein, pour ceux qui ne maîtrisent pas bien le vocabulaire, c'est pareil. Donc EURL, en gros, c'est donc le régime TNS, et la SAS, c'est le régime des salariés. En partant d'une même enveloppe de coûts pour la société, donc de 120 000 en l'occurrence, pour une personne, donc là on a pris une personne mariée, 2 enfants, avec une rémunération de base de 40 KE. Et donc le RAP, c'est le résultat avant prélèvement de la société, hein, les fameux 120 000. Alors qu'est-ce qu'on constate? Que finalement, je vais mettre ça. Au niveau du montant distribué, effectivement, il y a moins sous forme de URL que sous forme de SAS. Pourquoi? Parce que dans l'enveloppe globale, pour faire tenir à la fois la rémunération, les dividendes et les cotisations sociales afférentes, effectivement, on peut moins distribuer. Mais qu'est-ce qu'on constate aussi au niveau du revenu disponible, finalement? Donc le revenu disponible, c'est quoi? C'est la rémunération plus les dividendes, moins l'impôt sur le revenu. Finalement, on se retrouve à avoir plus sous forme de SARL que sous forme de SAS. Et qu'est-ce qu'on constate également au niveau des cotisations? Et ça va s'expliquer très facilement. Bon, là, je vous montre rapidement, mais c'est surtout au niveau des droits à la retraite. On va avoir plus, évidemment, de cotisations productives, donc qui ouvriront des droits à la retraite, en l'occurrence, sous forme de SARL que sous forme de SAS. Pourquoi? Justement parce que les dividendes vont être soumis à cotisation TNS et donc générer des droits supplémentaires à retraite. Donc là déjà, il faudra m'expliquer pourquoi la SAS serait plus intéressante. Au niveau du revenu disponible, on a plus sous forme de SARL et en plus on a plus de droits. On a fait une autre simulation, donc toujours une personne mariée, 2 enfants avec une rémunération de 40 KE. Et cette fois, au lieu d'une enveloppe de 120 000, on est sur une enveloppe de 500 000. Donc là, pas même constat que tout à l'heure, hein, évidemment, on peut moins verser sous forme de dividendes. Et même constat également, le revenu disponible va être plus élevé sous forme de SARL que sous forme de SAS. Alors, je rentrerai un peu plus dans les détails tout à l'heure des cotisations, les prélèvements sociaux sur les dividendes, la fiscalité, etc. Là, c'est vraiment pour vous faire un focus, vous montrer qu'est-ce qui se passe sur des dividendes, la différence entre les deux statuts sur des dividendes, pour vous montrer que vraiment qu'il y a des cotisations sociales dessus, c'est pas du tout une mauvaise nouvelle. Donc encore une fois, revenu disponible, on est plus élevé sous forme de SARL et sous forme de droit à la retraite, toujours là, plus de cotisations productives. Là, on est allé encore plus haut pour voir si des fois il y avait une différence en versant beaucoup plus. Donc avec un résultat, une enveloppe globale de 1 million. On a mis une rémunération aussi un peu plus élevée. Hein. Toujours pareil, un petit peu moins de revenus distribués. Par contre, quand même, là, beaucoup plus de revenus disponibles. Alors, effectivement, au niveau de la retraite, il y a un petit peu moins, parce que les plafonnements font que, là, pour le coup, on plafonne. En fait, on ne plafonne pas au même niveau si on est au statut TNS. Qu'en étant au statut salarié, on peut avoir un peu plus de droits en étant salarié. Mais si vous comparez ça avec le revenu disponible, encore une fois, moi, je ne vois pas l'intérêt d'être sous forme de SAS. Hein. Bon. Et après, il y a d'autres intérêts, attention. Là, je vous parle uniquement des dividendes et des cotisations sociales sur les dividendes. Évidemment, il y a des cas particuliers où la SAS va être plus propice, par exemple dans les groupes, si vous voulez faire rentrer des associés, des investisseurs. Voilà, il y a des cas particuliers où, évidemment, la SAS se prêtera beaucoup mieux à votre projet. Mais si aujourd'hui, vous voulez créer juste une structure classique pour votre activité professionnelle et vous êtes tout seul, vous pouvez gérer comme vous voulez votre rémunération, vos dividendes, etc. Pour moi, il vaut mieux être sous forme de SARL.
Voilà, alors maintenant, on va passer dans le détail des cotisations. Enfin, le détail. On va brosser les grandes lignes des cotisations sociales, puisque Delphine nous expliquait qu'on a un certain nombre d'éléments qui sont soumis à charge. Le grand point que l'on constate, c'est que si sur les TNS, on a une base de cotisation qui est plus large, puisque ça comprend les dividendes, les taux de cotisation, quand on est dirigeant assimilé salarié, sont beaucoup plus élevés. Là, on voit que la couleur verte domine largement. C'est ce qui se passe pour quelqu'un qui est président de SAS. Alors, pour atteindre de tels niveaux, on a bien sûr fait la somme des parts salariales et des parts patronales, mais finalement, c'est ce qui concerne les prélèvements liés au mandat de la personne physique. Et on se rend compte que les cotisations couvrent une base beaucoup plus large en termes de rémunération pour les dirigeants salariés, puisqu'on va jusqu'à 8 passes, ce qui nous fait plus de 320 000 €. Alors que pour les dirigeants non salariés, à ce niveau-là, il n'y a quasiment plus rien de cotisation, donc nettement moins de droits qui sont attachés. Alors un exemple, pour que ce soit particulièrement parlant, on a pris 3 niveaux de rémunération que l'on compare avec les 2 structures juridiques qui sont notre point de comparaison pour ce soir. Donc pour quelqu'un qui va se prendre 30 000 € de rémunération sur une année, on voit qu'en SAS, on a 22% contre 14% en SARL. Là quand même, l'économie est flagrante. Pour les 2 autres niveaux de rémunération, on se retrouve forcément avec des gaps beaucoup plus importants. Donc là encore, quand on entend des avocats qui conseillent nos clients en leur disant « mais transformez-vous en SAS parce qu'en SARL, vous aurez 60% de charges », bah, déjà, d'où viennent les 60%? Et puis en plus, avec des cas comme ça, on se dit qu'éventuellement, on peut aller changer avec l'avocat pour voir quel était son point de vue, où est-ce qu'il a trouvé ses chiffres, pour qu'on puisse tous avoir le même discours dans les mois à venir. Parce que nous, quand on récupère le bébé quelques semaines plus tard, on se dit bah, pourquoi en fait? Est-ce qu'il y a une donnée économique, comme dit Delphine, d'entrée d'associés qui explique un contexte juridique que l'on n'avait pas de prime abord? Mais en tout cas, si on se fie juste à des simulations comme ça, en se disant à un niveau de REM, quels sont les cotises attachés, là, très clairement, on se dit que le plus intéressant, c'est côté SARL. Donc là, on a parlé que des taux de cotisation. Maintenant, on va regarder dans les familles de prestations qui sont couvertes. Et là, c'est un peu la douche froide, parce qu'on se rend compte que donc ce qui est rouge, ce sont les taxes sociales. Donc, on cotise, mais on n'aura pas de droits rattachés. Et ce qui est vert, c'est ce qui va produire des droits pour protéger la personne physique, que ce soit sur de la maladie, de l'invalidité ou de la retraite. Donc là, on voit bien l'impact de la rémunération pour un dirigeant salarié. La grande ligne verte tout en bas, c'est donc jusqu'à plus de 300 000 €. On cotise et on s'ouvre des droits pour la retraite. On voit par exemple que quelque chose qui est très peu couvert et qui nécessitera du coup un échange avec un assureur et pourquoi pas avec Laurent Chicly, c'est la complémentaire d'essai, puisque dans la loi, il y a un petit bout de rémunération qui finance le capital d'essai, mais c'est tout. Or, dans la prévoyance, on a une couverture beaucoup plus large de sujets qu'on inclut, l'invalidité, la rente éducation, l'incapacité de travail. Mais là, quand on regarde juste ce qui est obligatoire, il n'y a que le capital d'essai sur une toute petite partie. Donc c'est pour ça qu'à partir de 2 passes, on a carrément une ligne blanche, où là, il ne se passe rien. Et les autres familles, bah là, c'est ce qu'on appelle donc la taxe sociale. On cotise, mais ça permet de mutualiser des fonds pour d'autres personnes qui ne pourraient pas cotiser, mais qui vont pouvoir bénéficier de prestations. Donc là, vive la mutualisation. Et là, on est parti sur la même analyse, mais pour quelqu'un qui est affilié à la sécurité sociale des indépendants. Là, on se rend compte que déjà, il y a moins de rouge. Est-ce que c'est bien ou pas? En fait, il y a plus de blanc. Donc ça veut dire qu'on va moins cotiser, et alors on ne finance pas les autres, et on ne s'ouvre pas de droit pour soi. Un point qui est très intéressant pour le coup, c'est la zone verte de la retraite complémentaire, où là, on se rend compte qu'on arrête de cotiser beaucoup plus tôt qu'un dirigeant assimilé salarié, donc il va être attaché à l'URSSAF comme ses salariés. Donc on cotise un peu moins, mais ça va permettre pour ceux qui ont un peu de marge de manœuvre dans leur budget de mettre en place une complémentaire particulièrement adaptée à leur situation. Pour synthétiser tout ce qu'on vient de se dire là, en étant dirigeant non salarié, on cotise un peu moins et on n'a pas tout à fait les mêmes prestations. Donc en fonction de la situation dans laquelle on se trouve, d'un point de vue juridique, social et de l'enveloppe budgétaire dont on dispose,
on va pouvoir optimiser la protection sociale. Alors, quelques idées reçues qu'on va essayer de faire battre en retraite. La première, celle qu'on entend le plus souvent, c'est quand on est indépendant, on n'a pas le droit d'être malade. Vrai ou faux? Réponse à suivre. En cas d'invalidité, mon régime obligatoire me versera une pension à la hauteur de mon revenu. Est-ce que ça fait du bien de rêver ou est-ce que finalement il va falloir qu'on redescende sur Terre en se disant que quand on cotise, on ne va peut-être pas avoir les droits infiniment? Et dernier point qu'on va voir, c'est y a-t-il un versement de capital décès quand on est commerçant? Petit quiz. Dis-moi, les indemnités journalières qui sont versées, ce sera 3 jours de carence, pareil, si je suis SARL, SAS, c'est la même chose? Bon, eh ben vous avez raison de penser qu'il y a une sacrée différence, puisque quand on est dirigeant salarié, donc assimilé à la Sécu, on a 3 jours de carence, alors quand on est à la CCI, on en a 7. Quand en théorie, on a vraiment besoin de se reposer, les impacts avant que les premiers euros tombent sont plutôt assez importants. Mais donc, le principe de dire qu'on n'a pas le droit d'être malade, si on en tient stricto sensus à la phrase, bah si, parce qu'il y a quand même une protection qui existe. On est d'accord que s'arrêter 6 ou 7 jours quand on est chef d'entreprise, on va pas se leurrer, c'est pas possible, certes. Quelque part, comme tu dis, les dirigeants, ils vont pas vraiment s'arrêter, sauf à être vraiment contraints de le faire. Et bon, là, peut-être qu'il y a des contrats complémentaires, je ne sais pas, on verra. Mais concrètement, sinon, c'est à peu près la même chose. En tout cas, c'est pas le délai de carence qui doit faire le choix entre les deux statuts. Oui, il y a une petite nouveauté cette année. Jusqu'à présent, la SSI disait que pour verser les indemnités, il fallait être à jour des cotisations sociales. Maintenant que c'est revenu dans le giron de l'URSSAF, qui n'a pas le temps d'analyser tout ça, cette cotisation a disparu. Obligation, pardon. Je suis perturbée par les cotisations, ça me... Alors, je suis dirigeante TNS. Si j'ai un accident, je deviens invalide. Est-ce que je vais mieux être couvert finalement si j'avais choisi la SAS? Alors là, on a une petite feinte. Ouais, désolée, hein, c'est un peu C'est facile. que grosso modo, les pensions qui sont versées suivant le niveau d'invalidité ou l'incapacité de travail sont grosso modo les mêmes. Une chose est sûre par rapport à l'idée reçue qu'on avait identifiée en début, c'est que ça ne couvrira jamais complètement la perte de rémunération. Ça, c'est sûr. Voilà. Après, en fonction des différents niveaux, on voit le max. Dans les deux cas, on n'a quand même que 33 € de différence. Ça ne change pas la face du monde. Le problème qui va se poser, c'est pas tant le fait qu'on ait deux contrats qui vont se cumuler, mais si on va ou pas respecter le disponible fiscal permis par la loi Madelin. Parce que là, en fait, on parle de loi Madelin si on est TNS ou d'article 83 si on est salarié. Le problème, il va se poser dans ces termes-là. On a la possibilité d'avoir autant de contrats que l'on veut, dans la limite permise par la loi en termes de disponible fiscal, c'est-à-dire en termes de quotité de cotisation qui sera donc déductible. Donc, je suis TNS. Si je meurs demain, mes ayants droit, ils perçoivent quelque chose, là? Ils perçoivent rien, moi, je pense. Hein. Il y aura le versement d'un petit quelque chose. Mais là encore, on se retrouve sur quelque chose de vraiment minime au regard de la perte, surtout si c'est quelqu'un qui était encore en activité. Donc pour quelqu'un qui est travailleur non salarié, c'est la SSI qui va verser l'enveloppe. C'est un pourcentage du plafond annuel de sécurité sociale. Donc la valeur faciale de l'enveloppe change un peu tous les ans, le pourcentage lui reste fixe. Pour un travailleur salarié, c'est la CPAM qui va verser une prestation forfaitaire encore plus petite. Mais là, on a vu qu'on avait une cotisation obligatoire qui est la prévoyance décès. Et dans ce cas-là, les ayants droit vont bénéficier d'une enveloppe qui est basée sur 3 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Donc en ce moment, ça représente près de 121 000 €. Donc on se rend compte qu'il y a quand même quelque chose qui est fait. Mais donc l'idée de se dire que les ayants droit des travailleurs non salariés n'auront absolument rien, là encore, c'est faux. Un petit aparté sur la maternité, puisque dans le cadre là, des nouveautés en 2019, alors c'est un peu comme la maladie des dirigeants, on est d'accord qu'une femme chef d'entreprise qui est enceinte va peut-être pas bénéficier maintenant de ces 56 jours de congé maternité, mais il y a quand même eu une avancée de ce côté-là. Donc pour celles qui peuvent se permettre de lever un petit peu le pied, elles ont le droit aux 55 € journaliers et elles peuvent bénéficier d'une allocation forfaitaire de repos, ce qui permet, quand elles lèvent un peu le pied, de compenser la perte de revenus si elles la constatent. En synthèse, ce qu'on vient de voir, c'est que la protection des dirigeants assimilés salariés est beaucoup plus large.
mais pour un coût relativement conséquent. Alors que quand on est non salarié, on a une possibilité de mise en place de dispositifs très importants. Donc là, on fait le point avec notre cher collègue du pôle courtage et ça permet d'adapter la protection sociale aux besoins à un instant T et à l'enveloppe que chacun peut se dégager. On vous avait parlé de l'aide à la création d'entreprise, nous y voilà. Donc l'ACRE avec 2 C, on a perdu un avec le changement d'année. C'est ça, donc l'ACRE qui avant était l'aide aux chômeurs, créateurs et repreneurs d'entreprises, on a fait disparaître la condition du chômage et c'est devenu juste l'aide à la création et à la reprise d'entreprise. Donc ce critère qui était super important, d'être allocataire Pôle emploi, disparaît. Donc ça permet maintenant de toucher un public beaucoup plus large, puisque ce n'est pas parce que vous êtes en activité maintenant, avec déjà une société qui fonctionne, que vous n'y aurez pas droit. Merci la disparition du premier C. C'est ça. Et deuxième chose quand même plutôt sympathique, c'est que le formulaire qu'on avait avant à remplir au plus tard dans les 45 jours de la création disparaît. Maintenant, on dépose un dossier de création d'entreprise au CFE. De facto, on obtient le bénéfice de l'exonération, qui est donc une exonération totale ou partielle de charges sociales pendant 12 mois. Totale ou partielle, parce que c'est lié à des niveaux de rémunération. Donc là, on vous a mis quelques exemples, avant, après, pour identifier. Donc jusqu'à un pass, on est en exonération totale de cotisation. Alors quand on dit totale, évidemment, on est en France, hein, c'est pas 0% de cotisation. Il y en a quand même qui ne vont jamais disparaître. La CSG, l'accident du travail et la formation professionnelle. Celles-là, quoi qu'il arrive, vous les cotiserez. Mais on se rend compte que donc, sur quelqu'un qui démarre son activité et qui arrive quand même à se prendre 20 000 € de rémunération sur l'année, bah, le fait de bénéficier de l'ACRE, on arrive à économiser quand même quasiment 6 000 € de cotisation. Et quand dans l'année, on arrive à se dégager plus de rémunération, on est là sur 5 000 €. Alors, au niveau de 36 000 €, les cotisations sont dégressives. Enfin, l'exonération est dégressive. C'est pour ça que l'impact entre avec et sans exonération n'est pas proportionnel à la première ligne. Et quand on est à 40 000 € de rémunération, là, on n'a carrément plus d'exonération.